Bienvenue. La gouvernance Talon passée à la loupe par la CDDB, la coalition pour la défense de la démocratie au Bénin. L'option continue de susciter toutes sortes de réactions, tant du fait du contenu du message véhiculé que du fait des personnalités ayant pris le devant de l'initiative. 100% Bénin, mesdames, messieurs, le numéro du jour se propose de revenir sur le symbolisme d'EFA et quelques figures de proue ayant marqué de leur présence l'événement. On situera au passage Nicéphore Dieudonné Soglo, Albert Thévredré, Sébastien Adiavon, tous des soutiens, soit de première ou de second rang pour le candidat président. Patrice Talon. Face à l'allié d'hier, pourquoi donc une déclaration publique au contenu des plus acerbes et non un tête-à-tête sur des sujets brûlants de l'heure? De quoi augure-t-elle la démarche en termes de perspective politique? Parole dans quelques minutes à deux jeunes acteurs du monde politique. Ce sera autour du thème l'appel de Djefa, les troubles faites ou un cri d'alarme en désespoir de cause. À ma gauche, Emery Owolabi, juriste internationaliste. Il est membre du bureau de la coalition du mouvement de nouveau départ CMND, mouvement soutenant les actions du régime au pouvoir. Emery Owolabi, bonjour. Bonjour. Okay. Merci de répondre à notre invitation. Merci. En face de vous, un collègue, puis-je dire, universitaire comme vous, Laurent Delors-Faton. Il est doctorant en communication, secrétaire national adjoint à l'économie numérique de FCBE, la nouvelle casquette que l'homme porte. Et à ce titre, c'est la première fois que nous le recevons. Laurent Delors-Faton, bonjour. Bonjour, monsieur Etonji. Et mes félicitations pour la promotion. C'est un plaisir, c'est un honneur pour moi d'être au sein de FCBE. Et c'est un challenge qu'il faut que je gagne. Oui, FCBE, désormais, parti de l'opposition. C'est bien cela. Djefa, depuis quelques jours, on en parle encore. Après la naissance de l'USL, c'est le lieu qui a accueilli ce conclave de figures fortes de la République, acteurs politiques, mais aussi internationalistes, syndicalistes, un regroupement hétéroclite de personnalités ayant été aux premières heures de la conférence des forces vives de la nation et qui, à divers niveaux, ont occupé toutes sortes de responsabilités. Emery Owolabi, cette rencontre de Djefa apparaît pour d'aucuns comme un nouveau départ. Un nouveau départ à quelle fin? Mais Djefa, d'abord, pour vous, ça apparaît comme un nouveau départ ou juste une rencontre comme tout autre? Non, je ne vois pas ça comme un nouveau départ. Je dirais bien un nouveau départ dans quoi? Ou par rapport à quoi? Moi, je dirais que c'est déjà du déjà vu, en fait. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a des petits problèmes de société, de gouvernance, de malcompréhension parfois, tout de suite, il y a un bloc qui se crée. Et pour aller non contre pour aller vers des propositions de développement concrètes pour le pays ou amener les dirigeants qui sont en fonction d'améliorer leur gouvernance, mais beaucoup plus pour aller contre un individu parce que tel ou tel n'est pas d'accord ou a été brimé ou a vu son intérêt frappé. Donc voilà. C'est comme ça l'image que Djefa me renvoie. Djefa me renvoie. Alors oui, Delors-Faton, Djefa, oui, désormais plus comme une localité ordinaire, une localité avec deux dissonances, en quoi certains, mais l'acteur politique lire Djefa avec ces événements sous quel angle? Djefa, je dirais politiquement, a été consacré par le président Patrice Talon. Djefa consacré par Patrice Talon. Que vous vous souvenez, après l'investiture à Porte-Nouveau, il a fait la réception à Djefa. Il a reçu les personnalités qui ont été à l'investiture avec lui à Djefa. C'est-à-dire que Djefa a été le premier point de départ, de nouveau départ. Parce qu'après son investiture, c'est par là qu'il a commencé son activité politique. Et Djefa, c'est là où les gens ont été reçus et c'est là où ils ont démarré les négociations qui ont abouti à la formation du gouvernement le même soir. C'est-à-dire que d'abord, l'actuel régime a
posé ses premières balises, sa première assise à Djefa. Et 2 ans plus tard, Djefa devient le lieu de naissance de l'USL. Et quelques semaines plus tard, Djefa devient le point de ralliement des acteurs, pas des moindres, de la scène politique béninoise. On a suivi sur les réseaux sociaux où il y a eu une débâcle totale par rapport à ce qui s'est passé à Djefa. Il y a les pros et les contre, et chacun allait de sa verve, de sa force, mais sans chercher à savoir les symboles que représente réellement Djefa. Étant linguiste, quand on prend le mot Djefa simplement, ça renvoie une seule image, le sel. Le sel. Et le sel, dans toutes les civilisations du monde entier, et celle du Bénin en particulier, a une puissance, a un sens profond. Et quand c'est sur le sel que se bâtit quelque chose, je pense qu'il faut y prêter attention et le craindre. Et si vous voyez, ça fait 3 événements. Le premier événement, c'est l'événement de Passy Talon, le second, c'est d'Adjavon, et le troisième, c'est le ralliement des plus grandes forces politiques du Bénin et des 2 acteurs, des 2 présidents de la République ayant précédé, des 2 présidents de la République vivant encore à ce jour. Parce qu'il y a Passy Talon qui est l'actuel président, mais il y a Boni Yahi qui vient de quitter le pouvoir, et il y a Soglo qui est le premier président à avoir commencé le processus de la démocratisation au Bénin. Alors quand on a ces acteurs, parce qu'aujourd'hui nous avons 3 présidents de la République en vie, quand on a les 2 présidents de la République en vie qui se liguent avec qui? Avec un témoin direct dont nous connaissons tous la capacité intellectuelle et la personnalité symbolique qu'il représente. Quand on voit ceux-là se réunir à Djefa, et que c'est le 3e événement, alors que nous savons que le chiffre 3 est assez symbolique dans la vie spirituelle, on peut craindre que ce qui s'est passé à Djefa n'est pas un événement innocent, c'est un événement de grande importance qu'il faudra analyser avec toute la clarté qu'il faut. Oh, la Bible, c'est des images que voit. Moi, je veux relever une contre-vérité tout de suite, parce que je ne pense pas que le président Talon ait consacré Djefa, parce qu'à la limite, c'est pas lui qui a organisé cette réception dont parle Laurent dans son intervention. Le président de la République n'y était même pas à cette réception. Cette réception, si je m'en souviens, a été organisée par l'un de ses alliés de l'heure, qui était Adjavon Sébastien, et qui a reçu ses hôtes en l'honneur de cette victoire commune. Mais je ne pense pas, donc déjà si on fonde ce symbole sur une supposée consécration des lieux par Patrice Talon, alors que lui-même il n'y était pas, et donc du coup je pense que ce fondement des 3 signes ne tiendra pas longtemps. Voilà, s'il faudrait bâtir sur du vrai pour espérer que voilà, nous sommes en face d'événements qui puissent marquer ou qui puissent attirer l'attention ou appeler l'attention sur un fait assez poignant. Mais là, en fait, comme je vous ai dit, c'est comme déjà vu. Déjà vu. Djefa, il faut le dire, si c'est vrai qu'il a été le lieu ayant consacré à la naissance de l'USL, non, l'allié d'hier, Sébastien Adjavon, le président donné aujourd'hui, c'était pas évident. Parce qu'au départ, le lieu ne devrait non plus accueillir cet événement-là. Aujourd'hui, la rencontre dont on parle, qui nous unit, le conclave de Djefa en lui-même, ne devrait pas forcément se tenir en ces lieux. Et votre vis-à-vis parle de la portée et du sens du mot lui-même, Djefa, celle qui ne saurait échapper à rien, à aucun événement. Et est-ce qu'il est là, il ne verse pas un peu trop dans... Bon, je garde du mot, mais est-ce exact de faire cette lecture des faits? Non, c'est une appréciation que je ne lui dénie pas. Mais je reste sur ma position. Si cela a rapport au sel dont on parle, Djefa, et Djefa, 2 interprétations, hein, le sel mouillé ou le sel doux. Mais ce sel, si c'est pour une bonne sauce, c'est très bien. Mais si c'est pour une sauce qui est acide, semble-t-il, ne portera pas à ses fruits. Donc vous interrogez sur la portée ou la sauce à laquelle ce sel servira, parce que vous ne savez pas encore. Non, moi je dis que ce sel servira à une sauce acide. Pourquoi? Qui ne profitera à rien.
Parce que, en fait, ce pourquoi les gens se sont réunis, dans le fond, je ne trouve pas l'importance. Je trouve totalement inopportun. Le fond, on en parlera tout à l'heure, on en revient. Il y a ces figures qui ont constitué l'attraction de cette sortie, oui. Un regroupement, on peut dire, des plus inattendus. On a retrouvé un certain Yaïbouni aux côtés de Nicéphore Dieudonné Soglo, tous deux, comme il dit, l'ancien chef d'État encore en vie, juste après Albert Tévoé-Dret. Quand on prend d'abord le binôme, quelle lecture, en fait, vous, acteur politique que vous êtes Binôme, binôme, Yaïbouni, Nicéphore Soglo. Oui, voilà. Bon, évidemment, ce sont des personnes respectables. Je les respecte pour le rang qu'ils ont eu à occuper, les postes qu'ils ont eu à occuper dans ce pays, ancien chef d'État. C'est très bien. Mais ce sont des alliances que nous avons vues pas de passé et qui se sont faites, qui se sont défaites. Des alliances à la fois, parfois contre nature, des alliances d'intérêt. J'irais même plus loin que Yaïbouni et Soglo, avec Tévoé-Dret qui vient se remettre là. Je ne comprends pas, parfois je m'assieds, je me dis, je ne comprends pas quel est l'intérêt pour ces gens-là de se réunir pour nous parler de faits qui peuvent être gérés autrement. Et ce qui m'attriste dans ce regroupement, au fond, ce qui m'attriste, c'est qu'on a vu, on est juste à 2 ans de gestion du pouvoir du président Patrice Talon, avec des résultats. On les a vus passer ici en 10 ans, pour certains, 5 ans pour l'autre. On a vu ce qu'ils ont pu produire comme résultat. Et on est juste à 2 ans, et il y a des attaques qui viennent de partout. Parce que derrière cet appel de Djefa dont on parle, qui parle expressément de la mise en place du COSLEPI, il y a qui est décrié derrière la gouvernance du président Talon. Mais en 2 ans, le président Talon a réussi dans des domaines où, en 10 ans, ils n'ont pas fait. On reviendra peut-être sur ces aspects-là. Oui, je parlais d'abord du binôme. Emery est allé aussi vers la présence du très charismatique Albert Tévoé-Dret pour ce qu'il a fait pour la nation béninoise. Vous, du binôme, vous en faites plutôt quelle lecture? On dit, a priori, ce regroupement, cet appel de Djefa devrait nous rappeler les années 2009-2010 avec le 9 à la Nation. Dans quel sens? Avec le 9 à la Nation, où à un moment donné, les acteurs se sont réunis pour aller contre le chef de l'État, Patrice Boniaï. Et on devrait dire que c'est du déjà vu. Ce n'est pas du déjà vu? Déjà vu. Dans la forme que dans le fond, tout a changé. Par le passé, oui, ceux qui s'étaient réunis, il n'y avait pas Kérékou au sein de l'information. Le chef de l'État sortant, qui a fait 10 ans, n'était pas aux côtés de ceux-là en ce temps. Parce que celui qui vient de faire 10 ans, qu'on le veuille ou pas, il reste actuel. Il a encore une contre-popularité assez forte. Il a encore une marge de manœuvre politique assez forte. Et aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, l'FCBE constitue la plus grande formation politique. Et Yaïbouni continue d'avoir une image forte dans le pays. C'est-à-dire que si Yaïbouni se met aux côtés de Soglo, on peut vouloir voir le Nation en 2009-2010, ce n'est pas le cas. Ça a changé carrément parce qu'en 2009-2010, il n'y avait pas Kérékou. Mais aujourd'hui, il y a Yaïbouni qui est à côté, qui reste assez populaire dans le pays et c'est connu, ça a été affiché toutes les fois qu'il est sorti. Il y a d'abord ce symbole dont il faut tenir compte pour dire que ce n'est pas déjà vu. Maintenant, en 2009-2010, il n'y avait pas Tévoé-Dret au côté de l'information. Il n'était pas là, alors que Tévoé-Dret représente une caution intellectuelle et stratégique en matière politique au Bénin. Il n'était pas là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ceux qui s'étaient retrouvés par le passé et qu'on dit ils font et ils défendent, ce n'est pas ceux-là qu'on a aujourd'hui. Il y a de nouveaux acteurs. Quand on prend Adjavon, en ce sein, au milieu de ces 2 acteurs, Adjavon est un acteur neutre, nouveau. C'est un politique, avec qui politiquement, ceux qui sont là en face aujourd'hui n'avaient eu d'acquaintance par le passé. Aujourd'hui, il n'y avait eu aucun conflit politique lavé entre Soglo, Adjavon et Yaïbouni. Il n'y avait pas eu ça. Alors que par le passé, ce dont on parlait, quand on prend Fagbon, Soglo et autres, c'était des gens, et Rongwedi, c'était des gens qui ne s'entendaient jamais. Aujourd'hui, ceux-là, ce n'est pas des gens qui ne s'entendaient pas. Quand on prend les problèmes qu'il y a eu entre Soglo et Yaïbouni, ne sont pas les problèmes de même niveau que ceux qu'il y avait eu avec Soglo et Rongwedi et autres. Ce sont des acteurs qui ont connu
des ralliements assez profonds à un moment donné, mais qui, de manière circonstancielle, se sont séparés pour des raisons que nous connaissons tous. Et quand on prend leur ralliement aujourd'hui, elle a plus de connotation, elle a plus de force que ce qu'on a vu par le passé. Et quand on y associe, parce que vous savez, c'est vrai, il a disparu de la scène politique. Par le passé, il ne sortait pas. Mais aujourd'hui, il est sorti de la scène politique, aujourd'hui, alors qu'avant, il ne sortait pas. Et quand on retourne toujours au passé, il faut toujours se référer au passé. Zounon. Sankoku Zounon oui. N'était pas avec ceux qui ont fait l'inflation par le passé. Ceux-là, c'est des radicaux. Et aujourd'hui, ils sont avec ceux qui sont réunis à Djefa. Et qu'il y a de nouveaux acteurs qui sont venus. Mais en dehors de ces acteurs qu'on va dire majeurs, est-ce que vous savez le nombre de jeunes assez dynamiques, assez engagés, assez volontaristes qui sont derrière ces acteurs aujourd'hui? Des jeunes volontaristes. Alors que par le passé, il n'y avait pas ça. Quand on prend par le passé, il y avait la grande majorité qui était avec le président Boni Yayi, mais qu'une certaine classe sociale, je dirais, ayant joué un rôle à un moment donné un peu plus révolu, se sont regroupés seulement et ont voulu combattre un chef d'État alors qu'il avait une forte jeunesse à ses côtés. Cette fois-ci, il y a une jeunesse forte qui est aux côtés de ces acteurs nouveaux que nous avons et qui vient les renforcer. Et quand on tient compte de tous ces symboles, on peut se dire ce qui s'est passé à Djefa n'est que la fin d'un règne qui est en train d'être programmé progressivement. Mais on n'est qu'à 2 ans de gouvernance de leur façon. Quand vous peignez le tableau de cette façon-là, et c'est là qu'il faut... Est-ce que ce n'est pas purement l'acteur politique qui parle et non quelque part aussi je parle en tant qu'acteur politique, mais aussi en tant qu'intellectuel. En 2010-2009, quand le 9 fédération se mettait en place, on avait déjà fait les élections législatives et le président Boni Yayi avait déjà une majorité parlementaire confortable. Aujourd'hui, on n'a pas encore fait les élections législatives. Le chef de l'État n'a pas une majorité confortable. Ce qu'il a à l'Assemblée aujourd'hui, ce n'est qu'une majorité, je dirais, circonstancielle et hétéroclite. Les gens ne sont là que pour l'intérêt. Ils ne sont pas allés sur une liste et ils ne sont pas des députés du chef de l'État. Ce sont des députés qui sont ralliés à lui de manière circonstancielle pour des intérêts que nous connaissons tous. Alors que par le passé, les députés qui étaient de la majorité présidentielle étaient des députés élus sur la liste du chef de l'État. C'est-à-dire des députés acquis à sa cause, qui l'a aidé, accompagné à se faire élire. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que ceux que le chef d'État a aujourd'hui en face de lui ne sont pas des acteurs fiables. Mais par le passé, il y avait des acteurs fiables. Et si vous voyez bien ce qui se passe aujourd'hui, attendez quelques jours, vous allez voir d'autres signaux qui vont nous montrer que nous sommes bien à fait. Et quand je le dis, ce n'est pas lié aux 2 ans ou aux 3 ans que le chef d'État aura fait. C'est lié à quoi? C'est lié à la gouvernance en général. Aujourd'hui, on gouverne contre un pays. Oh non, vous n'êtes pas sérieux là. Vous avez suivi Emery tout à l'heure. La gouvernance de l'actuel chef d'État, en 2 ans, il serait parvenu à faire ce que d'aucuns n'ont pas pu obtenir en 10 ans et d'autres en 5 ans. C'est un slogan. Donc on va peut-être l'écouter avant votre émission. On a déjà entendu plusieurs fois que le chef d'État vient. On a entendu ça avec Yayi Boni. Et ce sont les mêmes laudateurs qui l'avaient dit dans le temps. En tout cas, vous avez en face de vous un jeune acteur politique comme vous. Et quand il le dit, il a sans doute des données. Emery au Labi. Déjà, moi, je vais le prendre encore à défaut. Je le prends encore à défaut sur les relations qu'il a essayé d'établir entre ces différents acteurs qui étaient sur place. C'est un regroupement de personnes qui se trahissent régulièrement. Et qui... Expliquez-vous, oui. Oui, qui... Un regroupement de circonstances, oui, mais un regroupement de personnes qui ne se retrouvent que pour leurs intérêts. Je prends la seule personne, oui, dit-il, et je suis d'accord avec lui sur ce point, qui se retrouve dans ce noyau, et je me pose bien la question, que diable va-t-il faire là? C'est bien Sébastien Adjavon. Parce que je me pose bien la question, mais que diable va-t-il faire là? Il n'a pas sa place. C'est une erreur ce qu'il a fait là. Pour moi, c'est une grosse erreur. Il n'a rien à faire avec des personnes non griffes que je considère comme des has-been, donc qui n'ont plus rien à démontrer. Non, vous n'allez pas dire ça de grosses figures qui non, ont beaucoup apporté. Je le dis entre griffes. Bon, entre griffes. Je le dis en griffes. Des personnes, en fait, qui ont déjà démontré ou qui... Je ne dis pas que leur sagesse ou leur compétence ou leur savoir-faire n'est plus à requérir. Non, je ne dis pas ça. Donc on aura toujours besoin d'eux. On aura toujours peut-être besoin de leurs conseils. Mais allez voir aussi proactifs, ou des gens dont on a vu la gouvernance, dont on sait de quoi ils sont capables, en 10 ans, en 5 ans pour certains, et d'autres qui ne sont là en réalité que pour mélanger les quatre quand ça leur arrange leur intérêt. De 90 avec Soglo, on a bien vu ce que Tevo Edjre a pu manigancer. De Yayi à Soglo, on a bien vu
quels sont les différents tares qu'ils ont pu avoir au cours des 10 ans qui se sont écoulés, des amours, des désamours, avec Sébastien Adjavon, Komi Kouché, les FCBE, les accords qu'ils ont tenté d'avoir et qui n'ont pas tenu lors des élections. Il y a là, semble-t-il, en fait, un environnement malsain. Pour moi, c'est un environnement malsain. Et il faudrait éviter de suivre ces gens-là, qui, dans le fond, n'apportent rien de nouveau à l'avancée de la démocratie au Bénin. Ce sont des gens qui sont là parce qu'en fait, ils ont peut-être été atteints par la gouvernance talent dans leur intérêt personnel. Oui, quand je prends le président Soglo, que reproche-t-il exactement? Ou que reproche-t-il exactement à la gouvernance du président Talon? Vous les avez un peu écoutés. Je les ai écoutés, mais pas grand-chose. Je prends juste le pan de je ne sais pas lequel, alors, de la gouvernance Talon par rapport à la lutte contre la corruption. J'entends dire que c'est la chasse aux sorciers. Mais pendant 10 ans, qui a-t-on pu poursuivre ici, dans ce pays? Avec la marche faite, organisée, le président Yahibouni en tête, 10 ans. Qu'a-t-on fait réellement de la lutte contre la corruption? On va demander à Faton peut-être de nous répondre. Qu'a-t-on pu faire? Je voudrais simplement lui dire que nous avons déjà vu ce qui s'est fait aujourd'hui par le passé. C'est pas parce que je suis FCBE qu'il ne faut pas retourner toujours dans le passé pour voir ce qui a été bien ou ce qui a été mauvais. En 2006-2007, Fagbou a été arrêté dans ce pays pour l'affaire de Sonacop. Et tout le Bénin criait qu'on veut lutter contre la corruption. Et on a commencé par acclamer le chef d'État est bon, il est volontariste. Et progressivement, les laudateurs ont commencé par le plonger par le sombrer. Alors qu'en ce moment-là, certains voyaient déjà qu'il y avait certaines choses qui n'allaient pas et qu'il fallait corriger. Mais comme au Bénin, et c'est ce qui passe aujourd'hui, je suis désolé d'entendre mon cher ami le dire, on veut montrer au chef qu'il est bon, qu'il fait tout bien. Et quand il est en train de sombrer, personne ne veut lui dire la vérité. Aujourd'hui, ce qui se passe, tout le monde connaît que cette lutte contre la corruption est une lutte sélective. Et ceux qu'on prend aujourd'hui, on prend qui? On laisse les grands acteurs, ceux qui ont volé des milliards, on les laisse et on prend ceux à qui on reproche 2 millions. Quand ceux à qui on reproche 2 millions sont détenus, que ceux qui ont plongé dans des milliards sont laissés, on ne me dira pas qu'on fait lutte contre la corruption. Ce qui se fait aujourd'hui, c'est du copier-coller. Ce qu'on avait déjà vu et qui, à un moment donné, a montré sa limite, on est en train de le reprendre progressivement. Et vous allez voir, quand le chef de l'État est venu, il a donné des signaux forts, mais que progressivement, il a commencé par délaisser. Je prends juste un exemple, parce que moi, je suis un homme de la communication. La gouvernance avait dit que la communication se ferait autrement, qu'on ne ferait pas la propagande, qu'on ne ferait rien, qu'on va faire une nomocommunication. Mais vous avez vu, progressivement, cette nomocommunication a été délaissée et on tombe aujourd'hui dans l'hyper-information, carrément. Ça veut dire que l'idéal vers lequel on a voulu conduire, on est en train de quitter carrément cet idéal pour faire autre chose. Et on n'empêchez pas ceux qui ont gouverné une fois, parce que ceux qui parlent, ils ont gouverné une fois. Ils ne sont pas comme moi, ils ne sont pas comme Emery. C'est des gens qui sont restés au palais de la présidence et qui savent ce qui se passe. Et aujourd'hui, étant acteurs à la touche, ils peuvent mieux apprécier quand est-ce que le chef de l'État est d'aller à la dérive ou pas. Alors, Emery, pour verser à votre compte quelques données qui doivent vous rassurer de ce que la vision du départ, que vous pensez ne plus voir ou que vous ne voyez plus du tout, est quand même toujours là, Emery. Des données qui doivent amener les Béninois à être sereins et rassurés de ce qui se fait pour eux. Oui, d'accord. Je vais vous suivre sur ce que je disais tout à l'heure par rapport à la lutte contre la corruption. C'est son interprétation des faits, je lui accorde, je continue. Mais il reste encore des dossiers en instance. Il y a des dossiers qui sont en instruction. Vous lui demandez de prendre un peu son mal en patience. Mais pas forcément son mal en patience, mais c'est annoncé. Le dossier de l'Assemblée nationale, c'est en instruction par rapport au siège de l'Assemblée nationale. Il y a plein de dossiers qui sont en instruction et que j'espère, les prochains jours, la justice va pouvoir, le procureur va pouvoir venir nous faire un point sur ce qui se fait actuellement, parce qu'on a aussi besoin d'évoluer, d'assainir un peu le milieu de la moralisation de la vie publique. C'est nécessaire, en fait. Sur le plan économique, voyez-vous, et quand je dis sur le plan économique, je vais aussi sur le plan financier et tout ce qui suit voyez-vous, on a quand même des résultats aujourd'hui.
il y a une nette amélioration de la gestion des finances publiques aujourd'hui. Il ne commence pas à y avoir de mise en place de dispositifs pour réduire ou restreindre les poches de corruption de plus en plus, avec un système d'informatisation des finances qui est en train de prendre corps petit à petit, avec la dématérialisation de l'administration. Il y a des efforts qui sont en train d'être faits. Les différents efforts ont permis quand même de trouver 3000 fonctionnaires fictifs qui émargeaient au budget national. Vous voyez combien ça fait d'économies pour le budget national? Combien au niveau des bourses universitaires, aussi près de 2000 ou 3000 boursiers fantômes qui émargeaient régulièrement. On a trouvé des emplois fictifs un peu partout dans certains ministères. Aujourd'hui, voyez-vous, les voitures de fonction ne sont plus sur les voies tous les week-ends en direction des villages pour des meetings. Il y a des économies qui sont faites. C'était des frais de mission, tout ça, qui étaient engrangés par les fonctionnaires ou les agents publics de ce moment, de cette époque. Aujourd'hui, il y a une rationalisation. On nous parle, c'est pas 17 milliards de frais de mission, de billets d'avion par an auxquels on assistait régulièrement. Aujourd'hui, nous sommes à 3 milliards. Ça fait une économie de près de 14 milliards de francs CFA. Et si on nous dit qu'il n'y a rien, qu'il n'y a rien qui se fait, c'est quand même un peu ahurissant. Aujourd'hui, par rapport aux microfinances, voyez-vous, nous sommes à une augmentation de 20 à 30 à 50 à 30 000, 30 000 francs d'augmentation. Donc, c'est 50 000 francs aujourd'hui, minimum, pour démarrer une activité, avec un redéploiement du système pour permettre aux bénéficiaires de rentrer réellement en possession des fonds et un système pour leur permettre de régulièrement payer ce qu'ils ont emprunté. Par rapport aux jeunes, il y a actuellement un programme qui est en cours. Il y a d'autres programmes qui sont en cours, bien sûr, mais je parle de celui qui est réalisé actuellement. 7500 jeunes qui ont été formés, outillés, avec un plan de suivi de projets qui sont présentés et un fonds d'aide est octroyé de 200 000 francs CFA pour 7500 jeunes pour se lancer dans l'auto-emploi. Et c'est différent de ce à quoi on assistait avant. Voyez-vous, il a fallu qu'on mette des mesures de contrainte pour amener les gens qui devaient au FNPEJ des centaines de millions, des dizaines de millions, aujourd'hui à apurer. Et c'était resté là, mais personne n'en parlait. Donc on ne me dise pas que rien n'est fait. Oui, de l'offre-à-ton, est-ce qu'il ne faut pas nuancer désormais les interventions? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ce qu'il a dit que le chef d'État Bouni Yahine n'avait pas fait? Il n'y a rien de nouveau. Il n'a rien de nouveau qu'il n'a pas fait. Quand il parle de la dématérialisation de l'administration, c'est un processus qui a commencé il y a très longtemps. Ce n'est pas eux qui ont commencé à dématérialiser l'administration. Ce processus n'a jamais démarré. C'est un processus qui a commencé il y a longtemps. On l'avait commencé au port. On l'avait commencé au port dans plusieurs secteurs déjà. Ce n'est pas eux qui l'ont inventé. Ce n'est pas du nouveau ça. Et quand il parle de FNPEJ, de microcrédit aux plus pauvres et consorts, ce n'est pas eux qui l'ont inventé. Ce n'est pas du nouveau. Et si aujourd'hui on réduit le nombre, si aujourd'hui on réduit le nombre de ceux qui en recevaient et qu'on augmente le montant, on n'a rien fait. On a fait du surplace ou bien on a fait du dilatoire. Et si on devrait quitter. Moi, je te défie de dire qu'on a réduit le nombre de bénéficiaires des microcrédits. Quand je dois m'attaquer aux 200 000 envoyés aux jeunes, pour 700 et quelques jeunes, il me dit de toi à moi, dis-moi à quoi ça peut servir. On aura le bilan d'ici 1 ou 2 ans. Ça ne servira à rien. Aucun jeune ne peut rien entreprendre dans ce pays au Bénin avec 200 000 francs pour aboutir à quoi que ce soit. Ça ne marchera pas. Il y a des gens qui n'ont besoin que de 50 000 francs. C'est pas que j'ai de la mauvaise foi en ce que vous faites, mais j'aurais voulu qu'on innove. J'aurais voulu qu'on fasse des projets qui sortent réellement les jeunes de la pauvreté. Et parce que ce qu'on a fait en 10 ans, si c'était mauvais, il aurait fallu innover et faire quelque chose de mieux. Mais aujourd'hui, on n'innove pas, on fait sur place. Et quand on me dit qu'on fait de l'assainissement au niveau des finances publiques, l'argent, c'est à quoi aujourd'hui alors? Parce que si on a réussi à assainir, ça veut dire qu'on a plus de l'argent. Mais paradoxalement, on ne sent pas là où l'argent est. Vous le saurez bientôt. Paradoxalement, on ne sent pas là où l'argent est. Le chef de l'État a annoncé. Mais paradoxalement, on nous dit qu'on fait des milliards. Il vient de dire qu'on a fait 18 milliards, mais ce n'est pas comme un milliard de bénéfices. Oui. Mais ces milliards sont investis où
où aujourd'hui le secteur social est relégué au second plan. Aujourd'hui, on a des projets prioritaires qu'on avait prévu faire et à ce jour, on n'a pas démarré ces projets. Quand j'entends mon ami Laure Faton me dire que le social est relégué au second plan, qu'entend-il pas social? Moi, j'ai bien envie de le poser la question. Parce que pour moi, le social, ce n'est pas la distribution gratuite d'argent tous les week-ends dans les meetings où chaque fois il faut venir émarger. On a transformé le palais de la République en distributeur automatique pour venir. On a vu lors des dernières campagnes. C'est pas ça le social pour moi. Le social, je pense que le président l'a dit. Et on a pu remarquer que le social continue. Le social, c'est les prises en charge des malades dans les CNHU, les dialysés. Ça coûte très cher. Un malade revient à 14 millions de francs CFA par an. Le social, c'est la continuité de la césarienne. Le social, c'est les cantines scolaires. C'est près de 2 milliards de francs CFA. Le social aussi, ce sont les microcrédits. C'est aussi ça du social. Mais de quel social parle-t-on? Le social, est-ce que ça revient au fait que, ou parfois, c'est ce que j'entends dire, dû au déguerpissement, à l'opération, moi j'appelle pas déguerpissement, de libération des espaces publics, qui a entraîné, certes, c'est vrai, une petite morosité, de part et d'autre, une morosité, j'accorde, ou qui a en fait créé quand même une petite crise sociale, oui c'est vrai, mais est-ce qu'on va continuer par s'attarder sur la libération des espaces publics pour dire qu'il n'y a pas de social qui est fait au niveau du Bénin? Ah voilà, la grosse interrogation. Est-ce que nous voulons du beau, du grand pour ce pays, ou continuer à se complaire dans des agissements qui ne permettent pas à ce pays de compétir au Conseil des grandes nations et de se vendre comme cela se doit? De Laure Faton, c'est de grosses interrogations que pose là votre vis-à-vis. Hubert Koutoukoubaga avait rêvé grand et beau pour le Bénin. Il a fait ce qu'il a pu. Personne ne peut nous dire qu'il n'a rien fait le temps qu'il a géré ce pays. Tous les chefs de l'État ont fait quelque chose et personne ne fera le miracle. Apparemment, ce régime est en train de vouloir nous faire le miracle et ils ne font rien à ce jour comme miracle. Ils sont dans une surplace et ils prennent exactement ce que le régime passé a fait et ils rafistolent tout le temps. Je suis heureux, tout ce qu'il a cité, ce n'est pas des projets nouveaux. Il n'a rien cité que ça nouveau de ce qu'ils ont innové. Et quand je parle de social, je ne dis pas qu'il faut distribuer de l'argent à la population. C'est inconcevable de le faire. Et si par le passé, un régime l'a fait, il faut déplorer. Mais je dis le social, c'est donner les bourses aux étudiants. Le social, c'est donner les secours aux étudiants. Le social, dans un pays en voie de développement, où il faut prioriser l'enseignement et permettre à ce que le plus grand nombre de la population puisse accéder au savoir, il est inconcevable qu'on puisse... Mais les gens vont à l'école. Il est inconcevable qu'on puisse empêcher les étudiants, des pauvres, les enfants des pauvres d'étudier. Moi, qui suis ici, je ne serais pas ici aujourd'hui s'il n'y a pas eu droit aux bourses. Quand j'ai eu le bac, je n'étais pas à l'université la première année, j'ai fait 2 années avant d'aller à l'université. Ça veut dire que j'étais allé ailleurs sur d'autres fronts. Et quand je suis revenu, je n'avais plus droit aux bourses ni au secours. Il a fallu que je passe la première année en 2e année pour la voir. Ma bourse, et maintenant la bourse de la 2e année en 4e année. Aujourd'hui, le régime actuel dit qu'il n'en est plus question. Qu'il faut avoir la bourse quand vous avez le bac, et après le bac, vous ne pouvez plus l'avoir au cours de votre cycle universitaire. Ce qui est inconcevable. Le Bénin est un pays pauvre. On n'est pas comme la France, on n'est pas comme les États-Unis. Nous sommes dans une progression pour devenir une puissance. Mais avant de devenir une puissance, il faut quand même que nous contentons, que nous essayions quand même de développer une politique adaptée à notre milieu social. Le milieu social est que les gens arrivent difficilement à quitter la première année, le CI, pour avoir le bac. Mais après le bac, pour rester à l'université, les parents, quelquefois, sont déjà fatigués. Et quelquefois, c'est les bourses et les secours qui nous aident, l'étudiant, à pouvoir rester à l'université. Aujourd'hui, de manière unilatérale, le régime refuse d'accorder les bourses aux secours étudiants. J'aurais voulu qu'on me dise que les bourses telles qu'elles sont accordées, il y a du faux dedans, il y a quelque chose, il faut assainir le milieu pour définir un nouveau dispositif d'octroi des bourses entre la première année et la 3e année. Mais qu'on décide de supprimer, je dis, ce n'est pas de la gouvernance. En tout cas, sur ces questions et bien d'autres touchant le quotidien des Béninois, le chef de l'État, l'ancien Thomas Boni-Yayi, est présent sur les lieux alors qu'il était sur le point de partir, parce que l'allocution du jour a été délivrée par Basile Rossi, vous l'avez suivi, du bloc de la minorité, et désormais membre de l'USL. Mais l'homme, au regard du tableau qui, pour lui, n'est pas des plus reluisants, a coulé des larmes. Beaucoup étaient plutôt embarrassés à l'image de cette scène-là. Et vous, en tant d'abord citoyen et ensuite acteur politique,
vous l'avez vécu, suivi. C'est l'âme dans quelle posture? Je n'étais pas ému, moi. Je vais être en conférence, je vais peut-être tirer un peu dans le tas, jeter le pavé dans la mare. J'ai l'impression que c'est aussi du déjà vu. J'ai l'impression que le président Boni a des lames faciles et que pour moi, c'était une belle théâtralisation. C'est une théâtralisation. Pour moi, c'était une belle théâtralisation. Je n'ai pas compris. Mais à quelle fin? Je n'ai pas compris. Oui, pour s'attirer la sympathie. Moi, je pense que c'était juste un jeu politique. Pour moi, c'est ça. Juste l'image renvoyée pour montrer en fait que je suis en phase avec vous, je suis de la population, je suis l'homme du peuple. Mais je continue pas à dire en 10 ans, moi je vois pas comment est-ce qu'il a pu être l'homme du peuple avec tous ces concours. Moi je suis allé à des concours ici où on était un certain nombre, pour un certain nombre de postes, on se connaissait quasiment tous. Mais on sait qui est finalement, le nom de celui qu'on a présenté comme être admis, personne ne le connaissait. On peut voir des gens qui pendant longtemps ont sacrifié la jeunesse. Parlons-en. Djefa, où l'appel a eu lieu. Mais c'était un lieu pour la jeunesse, n'est-ce pas? C'était un centre sportif. Mais pour des intérêts inavoués, on a sacrifié la jeunesse. Sébastien Adjavon a fermé CIFAS. Et aujourd'hui, on va se retrouver sur les installations de CIFAS pour me parler de l'appel de Djefa. Et vous voulez que ces lames-là m'émeuvent? C'est pas possible. Alors, pourquoi Faton? Oui. Beaucoup se sont posé cette question. Et surtout, cette jeunesse qui croit aujourd'hui en Patrice Talon se sont dit, mais à quoi riment ces lames de Boni Yayi? Et Emery Olabi l'a répété tout là. Pourquoi ces lames? Pourquoi jouer avec la jeunesse de l'Enfant? Boni Yayi n'a pas pleuré quand il était sur le podium. Il n'a pas pleuré à l'enceinte des lieux où devrait se tenir la déclaration. C'est vrai. Il a pleuré. Il était sur le point de partir. Il a pleuré au moment où il partait. Oui. Il a pleuré au moment où le peuple béninois était devant lui. Au moment où des femmes criaient, on a faim, aidez-nous. Et ce que les femmes disaient, ce n'était pas nouveau. Et ce qu'elles disent tous les jours, et ce que dit la population béninoise tous les jours. Les gens crient toujours que de jour en jour, la faim s'accentue. De jour en jour, le panier de la ménagère, comme l'habitude le dit, s'appauvrit. De jour en jour, les familles n'arrivent plus à manger comme ça se devait. Et en tant qu'ancien chef de l'État, ayant resté au sommet de l'État, parce que le plus souvent, il faut qu'on se rende compte, quand on est président de la République, on n'arrive pas souvent à vivre ce que le peuple vit. On ne connaît pas réellement ce que le peuple vit. Parce que la garde républicaine et tout, il y a tout un arsenal, un protocole qui vous entoure et qui vous enferme dans votre monde. Aujourd'hui, il est sorti. Et le peuple était devant lui et criait. Et il était un homme plus ou moins ordinaire. Et qui a vécu de l'intérieur, qui a vécu ce que disait le peuple. Et je pense que si vous êtes un homme qui est resté au sommet de l'État, qui a su ce que c'est que l'État, et qu'aujourd'hui vous êtes pratiquement comme un citoyen lambda, et que devant vous, des femmes, des jeunes crient au secours parce qu'on a faim, il ne faut pas rester insensible. Ce n'est pas des lames faciles, mais c'est les lames d'un homme qui a senti dans sa chair le vécu continu de son peuple. Parce qu'on le veuille ou pas, il a été chef de l'État, c'est tout son peuple. Et si c'est qu'il voulait attirer de la sympathie, si c'est qu'il voulait faire de la théâtrisation, il l'aurait fait sur le podium. Il l'aurait fait là où toutes les caméras étaient braquées. Mais il l'a fait au moment où il voulait rentrer dans son véhicule. En tout cas, Boni Yayi a coulé des larmes. D'accord, sous le député de la 18e circonscription s'interroge au-delà de ces larmes sur l'opportunité de la rencontre de Djefa. À quoi rime cette assise? Dans la foulée, l'homme a lancé une boutade. Après les 5 ans, je le cite, Patrice Talon sera réélu pour 7 ans. D'ici. D'après Sossou Emery Olabi, vous qui êtes proche du pouvoir, le décryptage a été très difficile. Que doit-on entendre par cette déclaration qui n'est pas anodin? L'homme a martelé, retenez-le très bien, je vous le dis, mais comment? Ne cherchez pas à comprendre. Je ne suis pas dans les dieux, je ne suis pas le dieu de la confession. Je
j'ai eu comme vous, à l'entendre, dire ses propos, tenir ses propos. Mais quelle appréciation je fais? Je dis, bon, est-ce que c'est un pavé jeté dans la mare pour faire bouger un tout petit peu l'arène politique? Est-ce que c'est un jeu politique? Je ne saurais le dire. Vous le dites franchement? Vous qui êtes proche du pouvoir, mais est-ce que vous n'avez pas des indices? Parce que ce que je sais, je m'en tiens à cela, à la Constitution et à ce qui est inscrit dans la Constitution. Le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Le président Patrice Talon est au cours de son premier mandat. Il n'a pas fini le reste de 2 ans. Il a bien dit qu'à la fin de son mandat, qu'il avisera. Attendons qu'il avise. Voyons bien, mais un mandat de 7 ans pour le moment, c'est pas inscrit dans la Constitution béninoise. Donc, je ne vois pas, ou je ne peux pas, à moins qu'il y ait une révision de la Constitution qui intervient à un moment donné pour installer cette quinquennat. Mais bon, là, je ne saurais le dire, je ne peux pas me devancer ou dire des propos que je ne peux pas réellement. Alors, de l'enfant, donc, oui, pour le moment, on restera sur les propos du chef de l'État. D'après 5 ans, il avisera et on avisera avec lui. Ok, oui, vous, en suivant Dakwé Soussou, il est un vieux de la vieille, il ne faut pas l'oublier, un allié du chef de l'État au niveau de la 18e circonscription électorale, sa voix compte. Ancien maire, l'homme du peuple, c'est ainsi qu'on l'appelle. Alors que ça, sa parole de journaliste de terrain aussi, grand reporter, votre serviteur, oui, Dakwé Soussou n'est pas à prendre à la légère ces phrases pour l'acteur politique que vous êtes. Aux âmes bien nées, la valeur n'a tant point au long des années. Qu'est-ce qu'il faut, Élie? Il faut préciser qu'il est membre du BMP, oui. bloc de la majorité parlementaire. Oui. Ça veut dire qu'il y a des choses qui s'utilisent entre eux. Parce qu'ils sont du bloc du monde, ils se réclament du bloc. Et si c'est un membre du bloc qui parle, ça veut dire qu'il a révélé les secrets du couvent. Et on a vu que les velléités de réviser la Constitution, je dirais de manière machiavélique, continuent toujours au sommet de l'État. Ils n'ont jamais désamorcé. Ce ne sont pas des mots en l'air. Non, ce ne sont pas des mots en l'air. Ils n'ont jamais désamorcé, bien que le peuple ait refusé catégoriquement que cette révision ait eu lieu. Ça veut dire qu'il est en train de nous faire comprendre que le projet de la révision de la Constitution est toujours en cours et que si jamais le peuple se hasardait à accorder la majorité à l'issue des élections législatives prochaines, ils vont réviser la Constitution de manière machiavélique comme il avait prévu par le passé. Ce n'est que ça qu'on peut comprendre. Et il est ferme. Ça veut dire qu'il se le disait, il croit. Mais malheureusement, le peuple béninois est l'un des peuples les plus avertis au monde et en Afrique, nous ne sommes pas comme des peuples bêtes. Et ce cadeau ne leur sera pas offert. Et c'est déjà heureux que poussé dans sa fierté, parce qu'il parlait avec fierté, avec certaine assurance, et il disait pour les dates, ça se passera. Malheureusement, ça ne se passera pas dans ce pays. Et le combat des législatives va le surprendre. C'est déjà là qu'on va le faire comprendre qu'on n'aura jamais ce qu'il a présagé dans ce pays. Et après les législatives, on lui montrera que le mandat n'est pas... J'aurais bien voulu continuer et vous permettre d'aller un peu plus loin, mais malheureusement, chers invités, le temps est complètement parti. Je vais me retourner vers Emery Orolabi, l'avenir politique des hommes, ou le débat politique, l'espace politique béninois. Comment l'entrevoyez-vous dans les prochains mois? Je pense que le jeu politique est lancé maintenant. Les visages sont à découvert, les masques sont tombés, les lignes sont tracées, les tranchées sont ouvertes. Et donc, on a déjà aujourd'hui une opposition au régime en place. Et donc, je pense que politiquement, les jours à venir, le terrain politique sera très, très, très occupé. Votre mot de la fin? Mon mot de la fin, c'est que j'invite les jeunes béninois à s'investir davantage dans la politique, parce que nous sommes la relève de demain. Merci beaucoup. Oui, de l'enfant. Je voudrais seulement dire aux acteurs de l'opposition d'aujourd'hui de savoir que le combat ne sera pas de tout repos et qu'il faut que nous soyons prêts à faire le combat. Mais ils ont seulement vu nos aînés agir, qu'ils sachent que nous, les jeunes, nous sommes là et nous ne ferons pas le cadeau aussi. Et que les législatives 2019 montreront quand même de quoi nous sommes capables en tant que jeunes faisant de l'opposition, parce que c'est du Bénin qu'il est question. Il n'est pas question que nous restons là à laisser une gouvernance orientée contre le peuple continuer
à nous narguer de manière avouée et à nous prendre comme des bêtes. Et c'est heureux ce que d'accord ce soit dit, nous allons pris date et nous allons faire le combat. Delors Fatou, merci. Emery Olabi, merci. Mesdames, Messieurs, merci également. 100% BD, c'est terminé pour le numéro du jour. Je vous fausse compagnie, non sur une citation, mais sur ce proverbe africain. Ce n'est pas toujours par manque de briques qu'on rencontre plus souvent des petits murs. Prenez soin de vous. Comme dit l'autre, chaque jour est une vie. Au plaisir de vous retrouver demain avec la même disponibilité. À très bientôt.